Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. On est, on est un lundi soir comme ça et je fais la dégustation sur le divan. Donc notre première dégustation sur le couch et une dégustation ce soir et un peu un mini test par incidence. Qu'est-ce qu'on a? On a un vin du domaine Marcel Dice. Et c'est le Engelgarten 2008. C'est écrit ici, là, Engelgarten 2008. Vous voyez en dessous, c'est écrit premier cru. On va faire un peu la topo là-dessus. Donc, Marcel Dice, probablement, c'est sûr que c'est un des 5 grands d'Alsace. Possiblement, là, dépendamment des opinions de tous et chacun, là, premier, deuxième, troisième, plus grand producteur. En termes qualitatifs de l'Alsace, il a été président de l'association des... bon, c'est pas exactement le bon nom, mais président de l'association des viticulteurs d'Alsace ou président de l'AOC Alsace, je crois, pendant de nombreuses années. Mais il a une philosophie très différente de la majorité des vignobles alsaciens. Donc en Alsace, on a des grands crus, des terroirs. Encore une fois, en Alsace, c'est un peu comme en Bourgogne, c'est le terroir qui est nommé grand cru. Donc, si on a des terres là, à l'intérieur de certaines limites précises, on est considéré comme grand cru. Les rendements, malheureusement, en Alsace qui sont permis pour les grands crus, c'est très élevé. C'est quelque chose comme 40 ou 50 hectolitres par hectare, je pense. Ce qui fait en sorte qu'on a des grands crus qui, bon, sont peut-être pas d'excellents producteurs avec des gros rendements, qui sont vraiment pas très intéressants. Et on a d'autres vins qui sont de terroirs, qui n'ont pas de renommée, qui peuvent être excellents. Une des choses que Jean-Michel, parce que le domaine c'est Marcel Dice, Marcel c'est le père, qui est maintenant, je ne sais pas s'il est décédé ou rendu très vieux, mais il y a Jean-Michel qui est là depuis longtemps avec son fils qui est maintenant fait partie là, de la lignée viticole. Donc Jean-Michel essaie d'instaurer l'idée des premiers crus, dont Engelgarten sur sa bouteille est écrit premier cru. Et donc c'est pas officiel, c'est pas une appellation officielle alsacienne, mais pour lui, ce terroir-là de Engelgarten, ce vin-là est du niveau hiérarchique d'un premier cru. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et le principal facteur pour ce producteur, c'est la plantation sur une même parcelle de plusieurs cépages et l'utilisation de l'ensemble de ces cépages-là pour faire un seul vin. En Alsace, c'est le seul endroit en France où le vin est nommé d'après le cépage. Donc, c'est des vins de cépage dans la majorité des cas. Donc, quand on va parler d'Alsace, on va dire, ah, c'est un Riesling, un Gewürztraminer, un Pinot Gris, un Muscat d'Alsace. Et donc, on va nommer le cépage et c'est ça qui va identifier le vin généralement plus que autre chose. Donc, c'est ça, là, dans la plupart des autres régions, c'est un blend qui est un peu tout le temps pareil ou c'est un monocépage. Ici, on a plusieurs cépages qui sont généralement vinifiés séparément, embouteillés séparément. Marcel Dice croit que, ou Jean-Michel Dice en tout cas, croit que pour lui, le cépage n'est qu'un des instruments qui sert à faire son vin, donc il croit fortement à la coplantation de cépages. Donc c'est pas, il y a 4-5 barriques avec des cépages différents, puis il fait un mélange à la fin. Non, non, c'est coplanté, les cépages, un à côté de l'autre, peuvent être différents. Et au bout du compte, ça donne le vin que ça donne. Et pour lui, c'est ça qui va le mieux exprimer le terroir sur lequel ces cépages-là sont plantés. Donc, grosse histoire, mais bon producteur, ça valait la peine d'en parler un petit peu. Ici, on a un 2008. Et qu'est-ce qu'on a? On a du Riesling, du Muscat, du Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir. Donc, domaine Marcel Dice a un peu 3 catégories de vins, si on veut. Il y a ces vins de cépage. Donc, il vinifie certains vins, les petits vins faciles sur le fruit, si on veut. Vins de cépage qui ne sont pas des vins de garde, à voir dans les 5 premières années. Après ça, il y a ces vins de terroir qu'il appelle, dont le Engelgarten fait partie. J'ai aussi du Rottenberg que j'ai bu récemment qui est dans la même catégorie. Et ensuite, il y a ces grands crus. Ces grands crus, il les met dans les vins de temps. Et donc, souvent, ça va être des coplantations aussi, ou je pense dans tous les cas, en fait.
Et ça va être des vins qui vont pouvoir vieillir au-delà de 10 ans, voire 15, 20 ans, possiblement plus même. Et puis, bon, donc, on va y goûter. Le test que je vous disais, dont je vous parlais il y a quelques minutes, là, que je vais faire aussi avec ce vin-là, c'est que j'ai ouvert cette bouteille-là vendredi. On l'a bu, il était bien bon. Moi, j'ai aimé. Et là, on est rendu lundi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait en gros 3 jours complets que la bouteille est ouverte. Il n'en reste pas beaucoup, fait que le vin a vraiment eu le temps là, de respirer beaucoup. Et ce que je veux voir avec ça, c'est souvent on me demande oui, mais les vins, est-ce que ça se garde une fois ouvert, si ça. Bon, la règle générale, c'est moins on a bu du vin, plus ça va se garder longtemps parce que le contact ou le rapport oxygène-quantité de vin va être moins grand. Ici, il ne reste plus beaucoup de vin dans la bouteille, ça fait 3 jours qu'il est ouvert, donc techniquement, il devrait plus avoir toutes ces caractéristiques. Et c'est un peu ça que je vais essayer de tester ce soir. Aromatiquement, en tout cas, il est encore tout là. On avait dénoté à l'ouverture peut-être une légère oxydation, un mini rancio, mais c'était incertain. Mais là, on dirait que c'est installé. Par contre, je ne sais pas si c'est juste d'avoir respiré 3 jours ou le fait qu'il y en avait un petit peu au départ, ça s'est développé. Les deux sont possibles. Mais là, j'ai vraiment un côté pomme, mais pomme cuite un petit peu qui s'est développé. On sent un petit peu le Riesling quand même. On sent un peu la fraîcheur. Mais c'est assez exotique, honnêtement, comme nez. C'est assez exotique. Je me rappelle que c'est comme ça la première fois quand je l'ai ouvert il y a 3 jours. Intéressant. Bien frais, bien fruité, exotique. Un beau nez. Et assez en finesse, c'est pas trop opulent non plus. On va goûter. Le vin est définitivement pas aussi vif, pas aussi frais qu'il y a 3 jours. Après, je pense que si on l'avait goûté le lendemain, on n'aurait pas vu une grosse différence, ça aurait été encore... Là, il commence à se fatiguer, définitivement qu'il y a un petit côté oxydé. Je disais la pomme cuite tout à l'heure, en bouche, que ça me donne l'impression, c'est quand on prend une bouchée dans une pomme et qu'on laisse la pomme là, avant qu'elle ne pourrisse, là, je parle de, mettons, une couple d'heures plus tard ou peut-être le lendemain, la pomme n'est pas nécessairement pourrie, mais elle a commencé à brunir. Et si on le sent ou si on y goûte, ça a un petit aspect différent de la pomme qui vient juste dans laquelle on n'a pas encore croqué, si on veut. Et je retrouve ce goût-là en bouche. Ouais, c'est très similaire à un petit côté oxydé, c'est vraiment dans ces eaux-là. Donc je pense que le vin était d'après moi légèrement oxydé en partant. Le fait de le laisser ouvrir 3 jours, ça l'a renforcé ce côté-là. Mais je pense qu'il est encore très intéressant. Définitivement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste jeter un vin parce que ça fait une couple de jours qu'il traîne par là. Vous voyez, je l'ai mis juste avec son bouchon d'origine. J'ai rien mis pour le conserver spécialement. Et donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et puis, ben regarde, c'est mieux que rien. Et puis, on va le finir. Et puis, on est bien content de ne pas l'avoir jeté. Donc, à la vôtre. Et puis, à la prochaine. On approche du 100e. Je commençais à essayer de mettre de l'action, à vous pomper un petit peu. Mais, bon, ce soir, j'étais dans un mood un peu plus analytique. Fait que ça va rester comme ça. Et puis, à la prochaine.